Le quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, on distingue le quasi-usufruit légal et le quasi-usufruit conventionnel. Le quasi-usufruit légal, sa définition nous est donnée par l'article 587 du Code civil. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, les grains et les liqueurs, l'usufruitier peut s'en servir à charge de rendre à son décès soit des choses de même quantité et même qualité, soit leur valeur au moment de la date de restitution. Vous voyez bien que le quasi-usufruit est une situation très confortable pour l'usufruitier. C'est la seule d'ailleurs, ou quasiment la seule. Parce qu'un quasi-usufruitier, avec l'obligation simplement de rendre à son décès, des conditions comme ça, j'en veux bien tous les jours, eh bien l'usufruitier peut consommer, tout consommer, peut utiliser les sommes d'argent sans avoir de compte à rendre au nu propriétaire. On dit que le quasi-usufruitier est un quasi-propriétaire. Et l'usufruit légal, c'est celui pour lequel les liquidités résultent d'une situation subie, qui ne soit pas du fait ni de l'usufruitier, ni du nu propriétaire. Aux côtés de l'usufruit légal, il y a le quasi-usufruit conventionnel. On peut constituer par convention un quasi-usufruit sur des choses conceptibles par le premier usage, telles que les liquidités, qui résultent d'une situation volontaire et non plus seulement subie, mais on peut élargir également le quasi-usufruit conventionnel aux choses fongibles, parce que alors on veut voir que la doctrine majoritaire pense que la convention de quasi-usufruit ne peut porter que sur des choses fongibles, c'est-à-dire qui peuvent être remplaçables, interchangeables. Ou alors, le quasi-usufruit conventionnel peut porter sur des biens de toute nature, y compris immobilière. C'est ma position. Elle a évolué. Donc, on va voir que pourquoi la doctrine majoritaire limite le quasi-usufruit conventionnel aux choses fongibles. Pourquoi cette restriction? Donc, choses fongibles, somme d'argent, OPCVM, valeur mobilière, part sociale, OPCVM, SICAV, fonds commun de placement. Une chose fongible est une chose qui ne possède pas une individualité propre, chose interchangeable, équivalente, tenue pour identique, de même quantité et qualité, et de même espèce et qualité, nous dit le Code civil. Mais je m'interroge, parce que si l'usufruit conventionnel écarte l'application du 587 du Code civil, donc l'usufruit légal, pourquoi s'en tenir au terme de l'article 587 qui dit de rendre les choses de même quantité et même qualité? On ne peut pas vouloir, à un moment donné, écarter l'application d'un article du Code civil qui n'est pas d'ordre public pour éventuellement prendre ou se contraindre à une partie de ce même article. Soit on l'accepte, soit on rejette. Voilà. Pourquoi prendre les restrictions? Une fausse restriction, puisqu'on va voir que, on va rappeler que l'article 587, l'obligation de rendre de l'usufruitier peut être en valeur, peut s'exprimer non pas sur des choses de même quantité et qualité, des choses fongibles, mais aussi en valeur. Et donc un immeuble en valeur. Donc un immeuble n'est pas fongible, certes, mais comme l'obligation de restitution peut porter sur la valeur, on peut, à mon sens, faire une convention de quasi-usufruit sur un immeuble. À mon sens, on s'en fiche. Ce qui compte, en l'absence de loi, c'est la jurisprudence. Et on va voir que la jurisprudence autorise une convention de quasi-usufruit sur
tous les biens, quelle que soit sa nature, et donc sur les immeubles. Les choses non fongibles, donc un immeuble, des bijoux de famille, une œuvre d'art. Donc une chose non fongible possède une individualité propre qu'on ne peut pas remplacer à l'identique. Quasi-usufruit légal, quasi-usufruit conventionnel. Les liquidités, on a vu, issues de situations subies, donc remboursement de créances, indemnité versée pour une perte matérielle ou juridique de la chose. Perte matérielle, par exemple, j'ai une maison qui brûle, qui est assurée contre l'incendie. La compagnie d'assurance va verser les sommes correspondant à l'assurance dans les mains de l'usufruitier. Et il va exercer un quasi-usufruit. On verra que l'usufruitier n'a pas l'obligation de reconstruire. Perte juridique de la chose, l'indemnité d'expropriation, qui là aussi est versée à l'usufruitier qui exerce un quasi-usufruit. Et puis on a aussi un quasi-usufruit légal en ce qui concerne les marchandises d'un fonds de commerce. En ce qui concerne le quasi-usufruit conventionnel, le prix de cession d'un actif démembré, les biens fongibles, portefeuille de valeurs mobilières, notamment, et les pouvoirs et les obligations, et, voyons, la dette de restitution, au plan juridique et au plan fiscal. Au plan juridique, le quasi-usufruitier a le droit de se servir du bien, le consommer, l'aliéner, réinvestir. Voilà, c'est un quasi-propriétaire. Le quasi-usufruit est viager, il s'éteint au décès de son titulaire. Et on a vu qu'il peut s'en servir à charge de rendre à son décès, c'est ce qu'on appelle l'obligation de restitution de l'usufruitier au décès. Soit des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur. À la constitution du quasi-usufruit, le nu propriétaire est plein propriétaire, il reçoit un droit de créance, de restitution, qui équivaut à la valeur du bien. Droit qu'il pourra faire valoir seulement au moment de l'extinction du droit d'usufruit, et donc le plus souvent au décès de l'usufruitier. Il n'a aucun droit réel sur le bien, le quasi-usufruitier a tous les pouvoirs. Et donc le nu propriétaire même perd son droit même de disposer de sa nue propriété. Le bien qui fait l'objet du quasi-usufruit figure à l'actif de la succession de l'usufruitier et la succession est débitrice d'une créance de restitution à l'égard du nu propriétaire. Le nu propriétaire ne dispose que d'un droit de créance à l'extinction du démembrement de propriété, et c'est vrai que dans certaines situations, l'usufruitier peut se trouver dans une situation assez délicate, si notamment l'actif successoral il a été grillé complètement par l'usufruitier. Au plan fiscal, en ce qui concerne d'une part les DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, et l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, la dette de restitution constitue un passif déductible et sous condition, notamment, si le quasi-usufruit résulte d'une convention. Si le quasi-usufruit est légal, le passif est librement déductible. Si le quasi-usufruit est constitué par la volonté d'un tiers, notamment l'usufruit accordé au conjoint survivant ou la clause bénéficiaire d'assurance vie démembrée ou le dividende prélevé sur les réserves, le passif est lui aussi librement déductible. Mais si le quasi-usufruit résulte d'une convention, le passif est déductible sous condition. La convention de quasi-usufruit doit avoir date certaine et doit être antérieure au décès pour pouvoir être déductible du passif, pour être un passif déductible. Quasi-usufruit conventionnel pour les droits de mutation à titre gratuit, donc la dette de restitution constitue un passif déductible de l'actif successoral si, voilà.
si la dette est certaine, et éventuellement, les héritiers, les nus propriétaires doivent prouver la sincérité de la dette. Pour l'IFI, la dette de restitution est-elle un passif déductible? Oui, en principe, c'est un passif déductible. L'ancienne doctrine fiscale disait non, l'actuelle ne dit rien. Donc, oui, si la dette est constatée au jour du décès. Donc, la dette de restitution est un passif déductible dans les deux cas, pour les droits de mutation à titre gratuit et pour l'IFI, à la double condition. Elles sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine, et les héritiers doivent être en mesure de prouver la sincérité de la dette et son existence au moment de l'ouverture de la succession. IFI et quasi-usufruit, la dette de restitution est déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Jurisprudence de 2016. Qui concernait l'ISF, qui a été remplacé par l'IFI. Exemple de quasi-usufruit et de dette de restitution. Monsieur décède, il laisse son conjoint en usufruit et un enfant. La succession comprend des comptes bancaires qui présentent notamment des soldes créditeurs de 40 000 € et la succession s'élève à 500 000 €. La dette de restitution de 40 000 € est un passif déductible de l'actif successoral. Donc 500 moins 40, base taxable 460 000. Voici des jurisprudences relatives à la créance de restitution. La créance née d'un quasi-usufruit conventionnel n'est pas déductible de la succession de l'usufruitier, mais virement de la jurisprudence, l'arrêt a été annulé par une autre décision. Le quasi-usufruit de somme d'argent est tenu à une obligation de restitution, y compris dans l'hypothèse où le nu propriétaire vient de décéder avant lui. L'étendue du quasi-usufruit. On distingue le quasi-usufruit légal et le quasi-usufruit conventionnel. En ce qui concerne le quasi-usufruit légal, on peut aussi distinguer le quasi-usufruit immédiat et le quasi-usufruit en cours d'usufruit. Quasi-usufruit immédiat. Le quasi-usufruit est immédiat sur les biens consomptis par le premier usage, notamment sur tous les actifs monétaires présents au jour de la succession. Pour l'usufruitier, le conjoint survivant va exercer un quasi-usufruit sur les actifs monétaires présents au moment de la succession. Donc, compte de dépôt à vue, jurisprudence. Compte sur livret également. Plan et compte d'épargne logement aussi. Plan d'épargne populaire, quasi-usufruit, PEA, quasi-usufruit, puisque le PEA s'éteint au décès de son titulaire. Et donc ici, la banque doit délivrer les fonds uniquement à l'usufruitier. On vient de voir le quasi-usufruit immédiat. Maintenant, le quasi-usufruit en cours d'usufruit, il peut apparaître en cours d'usufruit et notamment quand le bien sur lequel porte l'usufruit est transformé en liquidité et que cette transformation ne relève pas de la volonté ni de l'usufruitier ni du nu propriétaire. Transformation subie. Et quand un nouveau bien substitué au premier est un bien consomptible. Exemple, le remboursement de créances. Madame conjoint survivant détient des obligations de la banque en direct. Eh bien, si ces obligations arrivent à échéance, il y a remboursement de l'obligation, il y a des liquidités, l'usufruitier exerce un quasi-usufruit sur les liquidités. Vous voyez toute la différence, on va le voir avec un portefeuille de valeurs mobilières. Un portefeuille de valeurs mobilières va constituer une universalité. Donc si l'usufruitier peut gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières,
Quand l'usufruitier vend un titre, les liquidités ne relèvent pas du quasi-usufruit. On verra que l'usufruitier est en principe dans l'obligation de réinvestir. Mais lorsqu'on détient des obligations directes, on a intérêt à ouvrir deux comptes, un portefeuille de valeurs mobilières et un compte titre obligataire. Donc quasi-usufruit pour le remboursement de créances, les obligations, mais aussi les prêts à terme, les bons de caisse, les comptes à terme. Paiement d'une indemnité liée à la perte matérielle, donc destruction d'un bien et versement par la compagnie d'assurance des fonds, quasi-usufruit. Ou perte juridique du bien, l'indemnité d'expropriation. Peut-on envisager un quasi-usufruit sur le dividende? En principe, non. Nous dit une décision chambre civile. Mais on va voir qu'une chambre commerciale l'autorise, donc sauf clause contraire. Donc selon la chambre civile, le quasi-usufruit est impossible sur le dividende. Le nu propriétaire a droit aux sommes du dividende qui ont été prélevées sur les réserves et il n'y a pas de possibilité d'en décider autrement. Et l'autre décision, oui, quasi-usufruit sur le dividende provenant des réserves. Certes, normalement, les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire, mais simplement, il est versé lorsque le dividende est en espèces. S'il est en espèces, eh bien, les espèces sont versées à l'usufruitier et l'usufruitier exerce un quasi-usufruit. Quasi-usufruit conventionnel. Alors, je remercie Maître B, notaire à Croissy-sur-Seine, pour m'avoir fait changer d'avis sur le quasi-usufruit conventionnel. J'étais intimement convaincu qu'on ne pouvait pas faire de quasi-usufruit conventionnel, hormis sur les biens conceptibles par le premier usage. Mais on va voir qu'une jurisprudence l'autorise sur tout type de biens. Donc, est-ce qu'une convention de quasi-usufruit est-elle possible sur des biens non conceptibles, voire sur des immeubles? Oui. Voilà. Donc, la doctrine majoritaire dit non. Pas de convention de quasi-usufruit possible sur des biens non conceptibles par le premier usage. La doctrine majoritaire dit oui, mais seulement sur des biens fongibles. Et voilà. Et la jurisprudence nous dit oui sur tout bien. Et je n'ai pas d'opposition de la part de l'administration fiscale pour interdire ou pour restreindre la fiscalité d'un quasi-usufruit conventionnel, notamment sur un quasi-usufruit sur un immeuble. Conséquence du quasi-usufruit sur les biens non conceptibles par le premier usage, on a vu que le quasi-usufruitier détient la totalité des droits de propriété du bien, il peut librement disposer sans l'accord du nu propriétaire. Le nu propriétaire reçoit seulement un droit de créance d'un montant égal à la valeur du bien à l'extinction de l'usufruitier. La première doctrine dit non à la donation avec quasi-usufruit conventionnel, puisque l'article 587 du Code civil relatif au quasi-usufruit affirme que les dispositions de cet article ne sont applicables aux choses qui ne sont pas conceptibles par le premier usage. Donc, est-ce que l'article 587 est-il d'ordre public? Bien non. Et les tenants de cette doctrine disent qu'on ne peut pas conventionnellement rendre conceptible une chose qui ne l'est pas par nature. Une convention de quasi-usufruit aurait pour effet de compromettre la substance de la chose, en violation de l'article 578 du Code civil, qui entraînerait la déchéance de l'usufruit. Et la donation avec réserve de quasi-usufruit est incompatible avec la donation qui exige un dépouillement actuel et irrévocable. Alors, oui, la donation est un acte actuel et irrévocable, mais selon la jurisprudence constante, les parties peuvent décider du moment de la livraison du bien.
Donc cet argument-là ne tient pas. Doctrine 2, oui, mais seulement sur des biens fongibles, on a vu, des biens qui peuvent être remplacés. C'est la doctrine dominante. Et il se réfère à l'article 587 du Code civil, qui relève de l'usufruit légal qui veut l'écarter, qu'on écarte, puisque c'est conventionnel, puisque le 587 c'est légal, mais il se réfère au même article de l'usufruit légal, pour dire que l'usufruit, eh bien, la charge est de rendre des choses de même quantité ou de même qualité, c'est-à-dire des biens fongibles. Mais, et on oublie ici le second terme, la suite de l'article qui dit que ça peut être en valeur, la valeur, donc pas forcément sur des biens fongibles. Donc le point de vue n'est étayé par aucun texte. Voilà, on dit que c'est des biens fongibles, mais la question, c'est pourquoi? Juste une remarque sur la numérotation des titres et la fongibilité. J'entends parfois les élèves qui me disent « Maintenant, M. Royal, on ne peut pas numéroter les titres parce qu'une fois que vous les avez numérotés, ils perdent le caractère fongible. » Et comme on ne peut pas faire de don manuel sur des biens fongibles, ce qui est faux, hein, bon, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas numéroter les titres. Donc voilà, c'est inexact. On peut numéroter les titres et les actions ou les parts sociales restent interchangeables. Voici la jurisprudence. Enfin, la doctrine 3, à laquelle j'adhère, oui, alors que je faisais partie de la doctrine 1. La doctrine, la troisième, c'est oui, quasi-usufruit sur les biens non conceptibles, bien sûr, mais également sur tous les biens. La jurisprudence affirme que l'article 587 ne s'applique qu'aux choses conceptibles par le premier usage, mais elle n'interdit pas que le quasi-usufruit puisse porter sur d'autres biens, et elle admet le quasi-usufruit conventionnel sur tous les biens. Voilà, parce que, notamment, l'article 587 autorise la restitution en valeur. Et donc, s'il autorise en valeur et qu'on se réfère à l'article 587, que pourtant on écarte, eh bien, vous voyez bien que même l'usufruit légal autorise la restitution en valeur. Donc, qu'est-ce qui interdirait un quasi-usufruit, ou qu'est-ce qui interdit un quasi-usufruit sur un immeuble? Rien. L'administration fiscale, il n'y a pas d'opposition de sa part au quasi-usufruit conventionnel, quelle que soit la nature du bien sur lequel repose le quasi-usufruit. Rapidement, les règles fiscales sont les suivantes. En cas de quasi-usufruit, c'est le quasi-usufruitier qui est redevable de l'impôt sur la plus-value. Jurisprudence, oui au quasi-usufruit conventionnel, donc voici la jurisprudence, Conseil d'État, sur les parts de sociétés en nom collectif, mais aussi sur l'ensemble des biens qui composent l'actif de la succession. Ensemble des biens, donc aucune distinction sur la nature des biens, et donc voici le détail de cette jurisprudence. Convention de quasi-usufruit par laquelle le nu propriétaire de parts de société de personnes a conféré à l'usufruitier un droit de disposition prévu à l'article 587 du Code civil. Il est titulaire de la totalité de la propriété des dites parts pour l'usufruitier, et les droits de disposition du quasi-usufruitier s'exercent pour l'ensemble des biens qui composent la succession, donc les actifs immobiliers. On termine par un exemple d'application du quasi-usufruit conventionnel, la vente d'un bien démembré avec report du démembrement sur des liquidités conceptibles par le premier usage notamment, et donc naissance, constitution d'un quasi-usufruit. L'exemple, par exemple, est de dire la donation. Alors on part, c'est fiscal, pour moi c'est un montage, mais bon,
si on part comme ça, c'est un montage, c'est si je vends, j'ai l'impôt sur la plus-value, et si ensuite je donne ou je meurs, j'ai les droits de mutation à titre gratuit. Et je sais qu'une donation efface la plus-value. Mais je n'ai pas envie de donner, parce que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. S'il y a donation, vente, et que j'ai donné mon entreprise, en l'occurrence, eh bien, les fonds reviennent à mes enfants. Mais moi, je veux pouvoir disposer des fonds. Eh bien, disposer des fonds grâce au quasi-usufruit. Donc, je donne la nue propriété de l'entreprise ou d'un autre bien à mes enfants. Dans l'acte de donation, on verra toute l'importance de prévoir la convention de quasi-usufruit dans l'acte de donation, en tout cas avant la vente. Et ensuite, l'usufruitier et le nu propriétaire conviennent de vendre l'entreprise. Et sur les liquidités issues de la vente, l'usufruitier exerce un quasi-usufruit. Il peut tout consommer, il peut réinvestir, il peut avoir des revenus toute sa vie. Il a la charge seulement de rendre à son décès. Et le nu propriétaire reçoit un droit de créance sur la succession, s'il en reste. Vente d'un bien immobilier démembré, commun accord entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Le nu propriétaire et l'usufruitier doivent convenir du sort du prix de vente. On a vu que le principe, c'est le partage selon la valeur économique, mais ils peuvent reporter le démembrement sur un autre bien. Alors ici, je prends l'immeuble, et j'ai cité précédemment l'exemple de l'entreprise. Et par convention, on va reporter le démembrement sur la somme d'argent, avec constitution d'un quasi-usufruit. Nécessité d'une convention. Au plan fiscal aussi, nécessité d'une convention. On a vu précédemment que l'usufruit conventionnel, pour que la dette soit déductible, constitue un passif déductible de la succession, eh bien, il vaut qu'il y ait date certaine et que la convention soit passée avant. Et voici l'exemple. Je vends et je meurs. Si je vends et je meurs, j'ai deux impôts. IPV, impôt sur la plus-value, et DMTG. Que si je recours au montage du quasi-usufruit conventionnel, je donne la nue propriété, on vend l'immeuble de l'entreprise, on reporte le quasi-usufruit sur des liquidités issues de la vente. Et au plan fiscal, eh bien, au lieu d'avoir l'IPV sur la pleine propriété, puis les droits de mutation à titre gratuit en cas de donation ou de succession, ici, on va limiter l'imposition. Lorsque je donne la nue propriété, on n'aura que les droits de mutation à titre gratuit sur la nue propriété, mais on aura aussi, attention, l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit, puisque la donation n'efface que la plus-value relative à la nue propriété donnée. Donc, je donne la nue propriété du bien, et ensuite le bien est vendu, et dans l'acte de donation, j'ai écrit la convention de quasi-usufruit, et voilà, j'exerce le quasi-usufruit sur les sommes d'argent. Exemple, l'entreprise vaut 6,4 millions, acquise 400 000, la plus-value est de 6 millions. J'ai deux donateurs, 65 ans, 3 donataires, et le taux marginal est de 45% pour le calcul de la plus-value. Je vends, vente simple, eh bien, j'ai l'IPV, et je me mets dans le cas le plus favorable où la vente peut bénéficier de l'abattement renforcé de 85% après 8 ans de détention, donc 1 550 000. Et une fois déduit l'impôt sur la plus-value, si je décède éventuellement, ou si je donne, il y aurait éventuellement sur le reste un solde
des droits de mutation à titre gratuit de succession de 933 pour le tout, donc 2 400 000, 2,5 millions. Si je recours au quasi-usufruit, les droits de mutation sur la nue propriété sont du trail, puisque les opérations sont rapprochées, je n'ai pas les 6 ans nécessaires. Eh bien, la donation de la nue propriété est taxée à 637 000 € compte tenu de l'âge du donateur usufruitier. Et ensuite, j'ai l'impôt sur la plus-value sur la vente de l'usufruit. 600 000. Donc un total de 1,2 million, soit la moitié d'une vente simple suivie d'un décès ou d'une donation. Alors voici les décisions concernant la doctrine et la jurisprudence. Pour l'instant, on a 4 décisions, dont 2 relèvent de l'abus de droit fiscal et 2 ne relèvent pas de l'abus de droit fiscal. Et toute la différence, c'est que lorsque on a échappé à l'abus de droit fiscal, c'est parce que la convention de quasi-usufruit a été conclue dans l'acte de donation et non pas après la vente. En principe, selon l'article 621 du Code civil, la convention doit être placée avant la vente. Mais il est préférable de le prévoir dans l'acte de donation. Pourquoi ? Parce que une donation est un acte actuel et irrévocable et il y a tout intérêt à prévoir les conditions de la donation dans l'acte de donation. Si vous concluez après la convention de quasi-usufruit, vous changez les règles du jeu pour le nu propriétaire. Donc, voilà, dans l'acte de donation. Donc, voici les décisions, pas d'abus de droit fiscal. Deuxième décision, la convention a été là aussi conclue dans l'acte de donation. Et abus de droit fiscal, eh bien ici la convention de quasi-usufruit a été conclue après la vente. On change les termes de la donation. Et deuxième décision, également, voilà, abus de droit fiscal pour réappropriation des fonds par le donateur. Je rappelle qu'une donation, il y a 3 conditions à remplir, notamment l'intention libérale. Et s'il n'y avait pas d'intention libérale, il y a eu réappropriation des fonds par le donateur. Donation de une jurisprudence récente, donation de la nue propriété d'une somme d'argent avec convention de quasi-usufruit, oui, oui c'est possible, pas d'abus de droit fiscal, sauf le cas où je donne une somme d'argent avec convention de quasi-usufruit, mais cette somme d'argent, je ne l'ai pas. Je ne l'ai qu'en partie. Voilà. Le montant de la donation est supérieur aux liquidités présentes dans le patrimoine du donateur. Donc, abus de droit. Voici mes préconisations quant à la convention de quasi-usufruit. Impérativement conclure la convention dans l'acte de donation. Je m'interroge, est-ce suffisant ? Dans tout schéma, il est impératif que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Le fait de passer la convention de quasi-usufruit dans l'acte de donation est essentiel, mais est-ce suffisant ? Où est la motivation économique ? Et vous connaissez ma position, je me méfie des montages qu'on peut appliquer client après client sans véritable motivation économique et qu'on cherche à expliquer ensuite, une fois l'acte passé, quelles ont été les motivations économiques. Donc, il vaut mieux les préciser avant. Et elles ne sont pas évidentes dans la technique du quasi-usufruit conventionnel. Et concernant les créances de restitution, bannir la dispense de garantie sans pour autant la prévoir, parce que la garantie n'est imposée par aucun texte.